Aujourd'hui, vous allez peut-être entendre un petit bruit de la machine à laver, je suis désolée. Mais enfin, on va continuer quand même notre lecture, hein, et aujourd'hui c'est le chapitre 5, une négociation. Contando restituit rem, enius. Réponds-moi sans mentir, si tu le peux. Chien de lézard, d'où connais-tu Madame de Rênal? Quand lui as-tu parlé? Je ne lui ai jamais parlé, répondit Julien. Je n'ai jamais vu cette dame qu'à l'église. Mais tu l'auras regardée, vilain effronté. Jamais. Vous savez qu'à l'église je ne vois que Dieu, ajouta Julien, avec un petit air hypocrite, tout propre, selon lui, à éloigner le retour des taloches. Il y a pourtant quelque chose là-dessous, répliqua le paysan malin. Et il se tut un instant, mais je ne saurai rien de toi, maudit sournois. Au fait, je vais être délivré de toi, et ma scie n'en ira que mieux. Tu as gagné, monsieur le curé ou tout autre, qui t'a procuré une belle place. Va faire ton paquet et je te mènerai chez monsieur de Rênal où tu seras précepteur des enfants. Qu'aurais-je pour ça? Qu'aurais-je pour cela? La nourriture, l'habillement et 300 francs de gage. Je ne veux pas être domestique. Animal, que tu parles d'être domestique, est-ce que je voudrais que mon fils fût domestique? Mais avec qui mangerais-je? Cette demande déconcerta le vieux Sorel. Il sentit qu'en parlant il pourrait commettre quelque imprudence. Il s'emporta contre Julien qui l'accabla d'injures en l'accusant de gourmandise et le quitta pour aller consulter ses autres fils. Julien les vit bientôt après, chacun appuyé sur sa hache et tenant conseil. Après les avoir longtemps regardés, Julien, ne pouvant rien deviner, alla se placer de l'autre côté de la scie, pour éviter d'être surpris. Il voulait penser mûrement à cette annonce imprévue qui changeait son sort, mais il se sentit incapable de prudence. Son imagination était tout entière à se figurer ce qu'il verrait dans la belle maison de M. de Rênal. Il faut renoncer à tout cela, se dit-il, plutôt que de se laisser réduire à manger avec les domestiques. Mon père voudra m'y forcer, plutôt mourir. J'ai 15 francs, 8 sous et d'économie. Je me sauve cette nuit, en 2 jours, par des chemins de traverse où je ne crains nul gendarme. Je suis à Besançon. Là, je m'engage comme soldat, et s'il le faut, je passe en Suisse. Mais alors plus d'avancement, plus d'ambition pour moi, plus de ce bel état de prêtre qui mène à tout. Cette horreur pour manger avec les domestiques n'était pas naturelle à Julien. Il l'eût fait pour arriver à la fortune. Des choses bien autrement pénibles. Il puisait cette répugnance dans les Confessions de Rousseau. C'était le seul livre à l'aide duquel son imagination se figura le monde. Le recueil des bulletins de la Grande Armée et le mémorial de Sainte-Hélène complétaient son Coran. Il se serait fait tuer pour ces 3 ouvrages. Jamais il ne crut en aucun autre. D'après un mot du vieux chirurgien-major, il regardait tous les autres livres du monde comme menteurs et écrits par des fourbes pour avoir de l'avancement. Avec une âme de feu, Julien avait une de ces mémoires étonnantes, si souvent unies à la sottise. Pour gagner le vieux curé Chélan, duquel il voyait bien que dépendait son sort à venir, il avait appris par cœur tout le Nouveau Testament en latin. Il savait aussi le livre du pape de Monsieur de Maistre, et croyait à l'un aussi peu qu'à l'autre. Comme par un accord mutuel, Sorel et son fils évitèrent de se parler ce jour-là. Sur la Brune, Julien alla prendre sa leçon de théologie chez le curé, mais il ne jugea pas prudent de lui rien dire de l'étrange proposition qu'on avait faite à son père. Peut-être est-ce un piège, se disait-il, il faut faire semblant de l'avoir oublié. Le lendemain, de bonne heure, M. de Rênal fit appeler le vieux Sorel, qui, après s'être fait attendre 1 heure ou 2, finit par arriver, en faisant dès la porte, sans excuse, entremêlée d'autant de révérences. À force de parcourir toutes sortes d'objections, Sorel comprit que son fils mangerait avec le maître et la maîtresse de la maison, et les jours où il aurait du monde, seul dans une chambre à part avec les enfants. Toujours plus disposé à s'incidenter à mesure qu'il distinguait un véritable empressement chez monsieur le maire, et d'ailleurs rempli de défiance et d'étonnement, Sorel demanda à voir la chambre où coucherait son fils.
C'était une grande pièce meublée, fort proprement, mais dans laquelle on était déjà occupé à transporter les lits des 3 enfants. Cette circonstance fut un trait de lumière pour le vieux paysan. Il demanda aussitôt avec assurance à voir l'habit que l'on donnerait à son fils. Monsieur Dronal ouvrit son bureau et prit 100 francs. Avec cet argent, votre fils ira chez Monsieur Durand, le drapier, et lèvera un habit noir complet. Et quand même je le retirerai de chez vous, dit le paysan, qui avait tout à coup oublié ses formes révérencieuses. Cet habit noir lui restera? Sans doute. Oh bien, dit Sorel, d'un ton de voix traînard, il ne reste donc plus qu'à nous mettre d'accord sur une seule chose, l'argent que vous lui donnerez. Comment? S'écria M. Dronal indigné. Nous sommes d'accord depuis hier, je donne 300 francs, je crois que c'est beaucoup et peut-être trop. C'était votre offre, je ne le nie point, dit le vieux Sorel, parlant encore plus lentement, et par un effort de génie qui n'étonnera que ceux qui ne connaissaient pas les paysans francs-comtois, il ajouta en regardant fixement M. Dronal. Nous trouvons mieux ailleurs. À ces mots, la figure du maire fut bouleversée. Il revint cependant à lui, et après une conversation savante de 2 grandes heures, où pas un mot ne fut dit au hasard, la finesse du paysan l'emporta sur la finesse de l'homme riche, qui n'en a pas besoin pour vivre. Tous les nombreux articles qui devaient régler la nouvelle existence de Julien se trouvèrent arrêtés. Non seulement ces appointements furent réglés à 400 francs, mais on dut les payer d'avance, le premier de chaque mois. « Eh bien, je lui remettrai 35 francs, dit M. de Rênal, pour faire la somme ronde. Un homme riche et généreux comme monsieur notre maire, dit le paysan d'une voix câline, ira bien jusqu'à 36 francs. Soit, dit M. de Rênal, mais finissons-en. Pour le coup, la colère lui donnait le ton de la fermeté. Le paysan vit qu'il fallait cesser de marcher en avant. Alors à son tour, M. de Rênal fit des progrès. Jamais il ne voulut remettre le premier mois de 36 francs au vieux Sorel, fort empressé de le recevoir pour son fils. M. de Rênal vit à penser qu'il serait obligé de raconter à sa femme le rôle qu'il avait joué dans toute cette négociation. « Rendez-moi les 100 francs que je vous ai remis, dit-il avec humeur. Monsieur Durand me doit quelque chose. J'irai avec votre fils faire la levée du drap noir. » Après cet acte de vigueur, Sorel rentra prudemment dans ses formules respectueuses et prirent un bon quart d'heure. À la fin, voyant qu'il n'y avait décidément plus rien à gagner, il se retira. Sa dernière révérence finit par ces mots. « Je vais envoyer mon fils au château. » C'était ainsi que les administrés de M. le maire appelaient sa maison quand ils voulaient lui plaire. De retour à son usine, ce fut en vain que Sorel chercha son fils, se méfiant de ce qui pouvait arriver. Julien était sorti au milieu de la nuit. Il avait voulu mettre en sûreté ses livres et sa croix de la Légion d'honneur. Il avait transporté le tout chez un jeune marchand de bois, son ami, nommé Fouquier, qui habitait dans la haute montagne qui domine Verrières. Quand il reparut, « Dieu s'est maudit paresseux, lui dit son père, si tu auras jamais assez d'honneur pour me payer le prix de ta nourriture, que j'avance depuis tant d'années. Prends tes guinées et va-t'en chez monsieur le maire. » Julien, étonné de n'être pas battu, se hâta de partir. Mais à peine hors de la vue de son terrible père, il ralentit le pas. Il jugea qu'il serait utile à son hypocrisie d'aller faire une station à l'église. Ce mot vous surprend? Avant d'arriver à cet horrible mot, l'âme de jeune paysan avait eu bien du chemin à parcourir. Dès sa première enfance, la vue de certains dragons du 6e au long manteau blanc et la tête couverte de casques longs crins noirs qui revenaient d'Italie, et que Julien vit attacher leurs chevaux à la fenêtre grillée de la maison de son père, le rendit fou de l'état militaire. Plus tard, il écoutait avec transport les récits des batailles du pont de Lodi, d'Arcole, de Rivoli, qui lui faisait le vieux chirurgien-major, et remarqua les regards enflammés que le vieillard jetait sur sa croix. Mais lorsque Julien avait 14 ans, on commença à bâtir à Verrières une église, que l'on peut appeler magnifique pour une aussi petite ville.
Il avait surtout 4 colonnes de marbre dont la vue frappa Julien. Et devinrent célèbres dans le pays par la haine mortelle qu'elles suscitèrent entre le juge de paix et le jeune vicaire, envoyé de Besançon qui passait pour être l'espion de la congrégation. Le juge de paix fut sur le point de perdre sa place. Du moins telle était l'opinion commune. N'avait-il pas osé avoir un différend avec un prêtre qui, presque tous les 15 jours, allait à Besançon, où il voyait, disait-on, Maigre l'évêque. Sur ces centres-fêtes, le juge de paix, père d'une nombreuse famille, rendit plusieurs sentences qui semblèrent injustes. Toutes furent portées contre ceux des habitants qui lisaient le constitutionnel. Le bon parti triompha. Il ne s'agissait, il est vrai, que de sommes de 3 ou 5 francs, mais une de ces petites amendes dut être payée par un cloutier, parrain de Julien. Dans sa colère, cet homme s'écria « Quel changement !» et dire que depuis plus de 20 ans, le juge de paix passait pour un si honnête homme. Le chirurgien majeur ami de Julien était mort. Tout à coup, Julien cessa de parler de Napoléon. Il annonça le projet de se faire prêtre, et on le vit constamment dans la scie de son père, occupé à apprendre par cœur une Bible latine que le curé lui avait prêtée. Ce bon vieillard, émerveillé de ses progrès, passait des soirées entières à lui enseigner la théologie. Julien ne faisait paraître devant lui que des sentiments pieux. Qui eût pu deviner que cette figure de jeune fille si pâle et si douce cachait la résolution inébranlable de s'exposer à 1000 morts plutôt que de ne pas faire fortune. Pour Julien, faire fortune, c'était d'abord sortir de Verrières. Il abhorrait sa patrie. Tout ce qu'il y voyait glaçait son imagination. Dès sa première enfance, il avait eu des moments d'exaltation. Alors il songeait avec délice qu'un jour il serait présenté aux jolies femmes de Paris. Il saurait attirer leur attention par quelque action d'éclat. Pourquoi ne serait-il pas aimé de l'une d'elles comme Bonaparte, pauvre encore, avait été aimé de la brillante Madame de Beauharnais? Depuis bien des années, Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maître du monde avec son épée. Cette idée le consolait de ses malheurs qu'il croyait grands, et redoublait sa joie quand il en avait. La construction de l'église et les sentences de juges de paix l'éclairèrent tout à coup. Une idée qui lui vint le rendit comme fou pendant quelques semaines et enfin s'empara de lui avec la toute-puissance de la première idée qu'une âme passionnée croit avoir inventée. Quand Bonaparte fit parler de lui, la France avait peur d'être envahie. Le mérite militaire était nécessaire et à la mode. Aujourd'hui, on voit des prêtres de 40 ans avoir 100 000 francs d'appointement, c'est-à-dire 3 fois autant que les fameux généraux de division de Napoléon. Il leur faut des gens qui les secondent. Voilà ce juge de paix, si bonne tête, si honnête comme jusqu'ici. Si honnête homme jusqu'ici, si vieux, qui se déshonore par crainte de déplaire à un jeune vicaire de 30 ans. Il faut être prêtre. Une fois au milieu de sa nouvelle piété, il y avait déjà 2 ans que Julien étudiait la théologie. Il fut trahi par une éruption soudaine de feu qui dévorait son âme. Ce fut chez M. Chélan, à un dîner de prêtres auquel le bon curé l'avait présenté comme un prodige d'instruction. Il lui arriva de louer Napoléon avec fureur. Il se lia le bras droit contre la poitrine, prétendit s'être disloqué le bras en remuant un tronc de sapin, et le porta pendant 2 mois dans cette position gênante. Après cette peine afflictive, il se pardonna. Voilà le jeune homme de 19 ans, mais faible en apparence, et à qui l'on eût tout au plus donné 17, qui pourtant un petit paquet sous les bras, entrait dans la magnifique église de Verrières. Il la trouva sombre et solitaire. À l'occasion d'une fête, toutes les croisées de l'édifice avaient été couvertes d'étoffes cramoisies. Il en résultait aux rayons du soleil un effet de lumière éblouissant du caractère le plus imposant et le plus religieux. Julien tressaillit. Seul dans l'église, il s'établit dans le banc qui avait la plus belle apparence. Il portait les armes de M. de Rênal.
Sur le prie-dieu, Julien remarqua un morceau de papier imprimé étalé là, comme pour être lu. Il y porta les yeux et vit. Détail de l'exécution et des derniers moments de Louis Jarnel, exécuté à Besançon le papier était déchiré. Au revers, on lisait les 2 premiers mots d'une ligne, c'était le premier pas. Qui a pu mettre ce papier-là dit Julien. Pauvre malheureux, ajouta-t-il avec un soupir, son nom finit comme le mien. Il froissa le papier. En sortant, Julien crut voir du sang près de Bénissier. C'était de l'eau bénite qu'on avait répandue. Le reflet des rideaux rouges qui couvraient les fenêtres la faisaient paraître du sang. Enfin, Julien eut honte de sa terreur secrète. Serais-je un lâche se dit-il, aux armes. Ce mot si souvent répété dans les récits de bataille du vieux chirurgien était héroïque pour Julien. Il se leva et marcha rapidement vers la maison de M. de Rênal. Malgré ses belles résolutions, dès qu'il l'aperçut à 20 pas de lui, il fut saisi d'une invincible timidité. La grille de fer était ouverte. Elle lui semblait magnifique, il fallait entrer là-dedans. Julien n'était pas la seule personne dont le cœur fut troublé par son arrivée dans cette maison. L'extrême timidité de madame de Rênal était déconcertée par l'idée de cet étranger qui, d'après ses fonctions, allait se trouver constamment entre elle et ses enfants. Elle était accoutumée à voir ses fils couchés dans sa chambre. Le matin, bien des larmes avaient coulé quand elle avait vu transporter leur petit lit dans l'appartement destiné au précepteur. Ce fut en vain qu'elle demanda à son mari que le lit de Stanislas Xavier le plus jeune fût reporté dans sa chambre. La délicatesse de femme était poussée à un point excessif chez madame de Rênal. Elle se faisait l'image la plus désagréable d'un être grossier et mal peigné chargé de gronder ses enfants, uniquement parce qu'il savait le latin, un langage barbare pour lequel on fouetterait ses fils. Chapitre 6. La nuit. Non so più cosa son cosa faccio. Mozart, Figaro. Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin. Quand elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche et avait sous le bras une veste fort propre de ratine violette. Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée qui venait demander quelque grâce à monsieur le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature arrêtée à la porte d'entrée et qui évidemment n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Madame de Rênal s'approcha, distraite un instant de l'amer chagrin qui lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce lui dit tout près de l'oreille : « Que voulez-vous ici, mon enfant ?» Julien se tourna vivement et frappé du regard surrempli de grâce de madame de Rênal. Il oublia une partie de sa timidité. Bientôt étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question. « Je viens pour être précepteur, madame, » lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mieux. Madame de Rênal resta interdite. Ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un teint si éblouissant lui parler d'un air doux. Madame de Rênal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire, avec toute la gaieté folle d'une jeune fille. Elle se moquait d'elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi ? C'était là ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu qui viendrait gronder et fouetter ses enfants. « Quoi, monsieur ?» lui dit-elle enfin. « Vous savez le latin ?» Ce mot de monsieur étonna si fort Julien qu'il réfléchit un instant. « Oui, madame, dit-il timidement. » Madame de Rênal était si heureuse qu'elle osa dire à Julien : « Vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants. »« Moi, les gronder ?» dit Julien étonné. « Pourquoi ?»« N'est-ce pas, monsieur ?» ajouta-t-elle après un petit silence et d'une voix dont chaque instant augmentait l'émotion. « Vous serez bon pour eux, vous me le promettez ?»
S'entendre appeler de nouveau monsieur bien sérieusement et par une dame si bien vêtue était au-dessus de toutes les prévisions de Julien. Dans tous les châteaux en Espagne de sa jeunesse, il s'était dit qu'aucune dame comme il faut ne daignerait lui parler que quand il aurait un bel uniforme. Madame de Rênal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint. Les grands yeux noirs de Julien et ses jolis cheveux, qui frisaient plus qu'à l'ordinaire, parce que pour se rafraîchir, elle venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. À sa grande joie, elle trouvait l'air timide d'une jeune fille à ce fatal précepteur, dont elle avait tant redouté pour ses enfants la dureté et le ton rébarbatif. Pour l'âme si paisible de madame de Rênal, le contraste de ses craintes et de ceux qu'elle voyait fut un grand événement. Enfin, elle revint de sa surprise. Et fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui. « Entrons, monsieur, lui dit-elle d'un air assez embarrassé. De sa vie, une sensation purement agréable n'avait aussi profondément ému madame de Rênal. Jamais une apparition aussi gracieuse n'avait succédé à des craintes plus inquiétantes. Ainsi, ces jolis enfants, si soignés par elle, ne tomberaient pas dans les mains d'un prêtre sale et grognon. À peine entrée sous le vestibule, elle se retourna vers Julien qui la suivait timidement. Son air étonné à l'aspect d'une maison si belle était une grâce de plus aux yeux de madame de Rênal. Elle ne pouvait en croire ses yeux, et il lui semblait surtout que le précepteur devait avoir un habit noir. « Mais est-il vrai, monsieur, lui dit-elle, en s'arrêtant encore et craignant mortellement de se tromper, tant sa croyance la rendait heureuse, vous savez le latin ?» Ces mots choquèrent l'orgueil de Julien et dissipèrent le charme dans lequel il vivait depuis un quart d'heure. « Oui, madame, lui dit-il, en cherchant à prendre un air froid. Je sais le latin aussi bien que monsieur le curé, et même quelquefois, il a la bonté de dire mieux que lui. » Madame de Rênal trouva que Julien avait l'air fort méchant. Il s'était arrêté de 2 pas d'elle. Elle s'approcha et lui dit à mi-voix : « N'est-ce pas les premiers jours, vous ne donnerez pas le fouet à mes enfants, même quand ils ne seraient pas leur leçon. » Ce ton si doux et presque suppliant d'une si belle dame fit tout à coup oublier à Julien ce qu'elle devait à sa réputation de latiniste. La figure de madame de Rênal était près de la sienne. Il sentit le parfum des vêtements d'été d'une femme, chose si étonnante pour un pauvre paysan. Julien rougit extrêmement et dit, avec un soupir et d'une voix défaillante : « Ne craignez rien, madame, je vous obéirai en tout. » Ce fut en ce moment seulement, quand son inquiétude pour ses enfants fut tout à fait dissipée, que madame de Rênal fut frappée de l'extrême beauté de Julien. La forme presque féminine de ses traits et son air d'embarras ne semblèrent point ridicules à une femme extrêmement timide elle-même. L'air mâle que l'on trouve communément nécessaire à la beauté d'un homme lui eût fait peur. « Quel âge avez-vous, monsieur ? dit-elle à Julien. « Bientôt 19 ans. Mon fils est né à 11 ans, reprit madame de Rênal. Tout à fait rassuré, ce sera presque un camarade pour vous, vous lui parlerez raison. Une fois son père a voulu le battre, l'enfant a été malade pendant toute une semaine, et cependant c'était un bien petit coup. »« Quelle différence avec moi, pensa Julien. Hier encore mon père m'a battu. Que ces gens riches sont heureux. » Madame de Rênal en était déjà à saisir les moindres nuances de ce que se passait dans l'âme du précepteur, et prit ce mouvement de tristesse pour de la timidité et voulut l'encourager. « Quel est votre nom, monsieur ? » lui dit-elle avec un accent et une grâce dont Julien sentit tout le charme sans pouvoir s'en rendre compte. « On m'appelle Julien Sorel, madame. Je tremble en entrant pour la première fois et de ma vie dans une maison étrangère. J'ai besoin de votre protection et que vous me pardonniez bien des choses les premiers jours. Je n'ai jamais été au collège, j'étais trop pauvre. Je n'ai jamais parlé à d'autres hommes que mon cousin, le chirurgien-major, membre de la Légion d'honneur, et monsieur le curé Chélan. Il vous rendra bon témoignage de moi. Mes frères m'ont toujours battu, ne le croyez pas s'ils vous disent du mal de moi. Pardonnez mes fautes, madame, je n'aurai jamais mauvaise intention. » Julien se rassurait pendant ce long discours, il examinait madame de Rênal. Tel est l'effet de la grâce parfaite quand elle est naturelle au caractère, et que surtout la personne qu'elle décore ne songe pas à avoir de la grâce. Julien, qui se connaissait fort bien en beauté féminine, eût juré dans cet instant qu'elle n'avait que 20 ans. Il eut sur-le-champ l'idée hardie de lui baiser la main.
Bientôt il eut peur de son idée. Un instant après, il se dit: il y aurait de la lâcheté à moi de ne pas exécuter une action qui peut m'être utile, et diminuer le mépris que cette belle dame a probablement pour un pauvre ouvrier à peine arraché à la scie. Peut-être Julien fut-il un peu encouragé par ce mot de joli garçon, que depuis 6 mois il entendait répéter le dimanche par quelques jeunes filles. Pendant ce débat intérieur, madame de Rênal lui adressait 2 ou 3 mots d'instruction sur la façon de débuter avec les enfants. La violence que se faisait Julien le rendit de nouveau fort pâle. Il dit d'un air contraint: jamais, madame, je ne battrai vos enfants, je le jure devant Dieu. Et en disant ces mots, il osa prendre la main de madame de Rênal et la porter à ses lèvres. Et fut étonné de ce geste et par réflexion choqué. Comme il faisait très chaud, son bras était tout à fait nu sous son châle, et le mouvement de Julien emportant la main à ses lèvres l'avait entièrement découvert. Au bout de quelques instants, elle se gronda elle-même. Il lui sembla qu'elle n'avait pas été assez rapidement indignée. Monsieur de Rênal, qui avait entendu parler, sortit de son cabinet, du même air majestueux et paterne qu'il prenait lorsqu'il faisait des mariages à la mairie. Il dit à Julien: il est essentiel que je vous parle avant que les enfants ne vous voient. Il fit entrer Julien dans un cabinet et retint sa femme qui voulait les laisser seuls. La porte fermée, monsieur de Rênal s'assit avec gravité. Monsieur le curé m'a dit que vous étiez un bon sujet, tout le monde vous traitera ici avec honneur. Et si je suis content, j'aiderai à vous faire par la suite un petit établissement. Je veux que vous ne voyiez plus ni parents ni amis. Leur ton ne peut convenir à mes enfants. Voici 36 francs pour le premier mois, mais j'exige votre parole de ne pas donner un sou de cet argent à votre père. Monsieur de Rênal était piqué contre le vieillard, qui dans cette affaire avait été plus fin que lui. Maintenant, monsieur, car d'après mes ordres, tout le monde ici va vous appeler monsieur, et vous sentirez l'avantage d'entrer dans une maison de gens comme il faut. Maintenant, monsieur, il n'est pas convenable que les enfants vous voient en veste. Les domestiques l'ont-ils aperçu? Dit monsieur de Rênal à sa femme. Non, mon ami, répondit-elle d'un air profondément pensif. Tant mieux. Mettez ceci, dit-il au jeune homme surpris, en lui donnant une redingote à lui. Allons maintenant chez monsieur Durand, le marchand de draps. Plus d'une heure après, quand monsieur de Rênal rentra avec le nouveau précepteur tout habillé de noir, il retrouva sa femme assise à la même place et se sentit tranquillisé par la présence de Julien. En l'examinant, elle oubliait d'en avoir peur. Julien ne songeait point à elle. Malgré toute sa méfiance du destin et des hommes, son âme, dans son moment, n'était que celle d'un enfant. Il lui semblait avoir vécu des années depuis l'instant où, 3 heures auparavant, il était tremblant dans l'église. Il remarqua l'air glacé de madame de Rênal, y compris qu'elle était en colère de ce qu'il avait osé lui baiser la main. Mais le sentiment d'orgueil que lui donnait le contact d'habits si différents de ceux qu'il avait coutume de porter le mettait tellement hors de lui-même, et il avait tant d'envie de cacher sa joie, que tous ses mouvements avaient quelque chose de brusque et de fou. Madame de Rênal le contemplait avec des yeux étonnés. De la gravité, monsieur, lui dit monsieur de Rênal, si vous voulez être respecté de mes enfants et de mes gens. Monsieur, répondit Julien, je suis gêné dans ces nouveaux habits. Moi, pauvre paysan, je n'ai jamais porté que des vestes. J'irai, si vous le permettez, me renfermer dans ma chambre. Que te semble de cette nouvelle acquisition? Dit monsieur de Rênal à sa femme. Par un mouvement presque instinctif, et dont certainement elle ne se rendit pas compte, madame de Rênal déguisa la vérité à son mari. Je ne suis point aussi enchantée que vous de ce petit paysan. Vos prévenances en feront un impertinent que vous serez obligé de renvoyer avant un mois. Eh bien, nous le renverrons. Ce sera une certaine 2 francs qu'il m'en pourra coûter, et Verrières sera accoutumé à voir un précepteur aux enfants de monsieur de Rênal. Ce but n'était point été rempli si j'eusse laissé à Julien l'accoutrement d'un ouvrier.
En le renvoyant, je retiendrai bien entendu l'habit noir complet que je viens de lever chez le drapier, et ne lui restera que ce que je viens de trouver tout à fait chez le tailleur, et dont je l'ai couvert. Lors que Julien passa dans sa chambre, parut un instant madame de Rênal. Les enfants auxquels l'on avait annoncé le nouveau précepteur accablaient leur mère de questions. Enfin Julien apparut. C'était un autre homme. C'eût été mal parler que de dire qu'il était grave. C'était la gravité incarnée. Il fut présenté aux enfants et leur parla d'un air qui étonna M. de Rênal lui-même. « Je suis ici, messieurs, leur dit-il en finissant son allocution, pour vous apprendre le latin. Vous savez ce que c'est que de réciter une leçon? Voici la Sainte Bible, dit-il en leur montrant un petit volume in 32, relié en noir. C'est particulièrement l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Je vous ferai souvent réciter des leçons, faites-moi réciter la mienne. Adolphe, l'aîné des enfants, avait pris le livre. Ouvrez-le au hasard, continua Julien, et dites-moi les 3 premiers mots dans l'alinéa. Je réciterai par cœur le livre sacré Règles de notre conduite à tous, jusqu'à ce que vous m'arrêtiez. Adolphe ouvrit le livre, lut 2 mots, et Julien récita toute la page, avec la même facilité que s'il eût parlé français. M. de Rênal regardait sa femme d'un air de triomphe. Les enfants voyaient l'étonnement de leurs parents, ouvraient de grands yeux. Un domestique vint à la porte du salon, Julien continua de parler latin. Le domestique resta d'abord immobile et disparut ensuite. Bientôt la femme de chambre de madame et la cuisinière arrivèrent près de la porte. Alors Adolphe avait déjà ouvert le livre en 8 endroits, et Julien récitait toujours avec la même facilité. « Ah, mon Dieu, le joli petit prêtre !» dit tout haut la cuisinière, bonne fille, fort dévote. L'amour-propre de M. de Rênal était inquiet. Loin de songer à examiner le précepteur, il était tout occupé à chercher dans sa mémoire quelques mots latins. Enfin, il put dire un vers d'Horace. Julien ne savait de latin que sa Bible. Il répondit en fronçant le sourcil. « Le saint ministre auquel je me destine m'a défendu de lire un poète aussi profane. » M. de Rênal cita un assez grand nombre de prétendus vers d'Horace. Il expliqua à ses enfants ce que c'était qu'Horace, mais les enfants frappés d'admiration ne faisaient guère attention à ce qu'il disait. Ils regardaient Julien. Les domestiques étant toujours à la porte, Julien crut devoir prolonger l'épreuve. « Il faut, dit-il au plus jeune des enfants, que M. Stanislas Xavier m'indique aussi un passage du livre saint. » Le petit Stanislas, tout fier, lut tant bien que mal le premier mot d'un alinéa, et Julien dit toute la page. Pour que rien ne manquait au triomphe de M. de Rênal, comme à réciter un traire, M. Valnon, le possesseur des beaux chevaux normands, et M. Charcot de Maugiron, sous-préfet de l'arrondissement. Cette scène valut à Julien le titre de monsieur, les domestiques eux-mêmes n'osèrent pas le lui refuser. Le soir, tout Verrières afflua chez M. de Rênal pour voir la merveille. Julien répondait à tous d'un air sombre qui tenait à distance. Sa gloire s'étendit si rapidement dans la ville que peu de jours après, M. de Rênal craignait qu'on ne le lui enlevât, lui proposa de signer un engagement de 2 ans. « Non, monsieur, répondit froidement Julien, si vous vouliez me renvoyer, je serais obligé de sortir. Un engagement qui me lie sans vous obliger à rien n'est point égal, je le refuse. » Julien sut si bien faire que, moins d'1 mois après son arrivée dans la maison, M. de Rênal lui-même le respectait. Le curé étant brouillé avec M. de Rênal et Valnon, personne ne put trahir l'ancienne passion de Julien pour Napoléon. Il n'en parlait qu'avec horreur.